Dans le cadre du réseau international des droits économiques, sociaux et environnementaux, on a présenté justement des notes, on a plaidé en faveur de la concrétisation de ce fonds, mais les négociations, on avait un souci avec l'utilisation du terme préjudice. Donc pour nous, c'est fonds de pertes et dommages, et vous allez voir par la suite pourquoi est-ce que cette notion de préjudice crée problème en lien avec ce fonds. Donc ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est un dispositif qui permet de compenser les pertes et les dommages causés par le changement climatique, qui sont liés justement aux impacts qu'on ne peut pas éviter les activités, à travers les activités d'adaptation, d'atténuation, notamment au niveau des pays les plus vulnérables. Maintenant, la question des dommages, moi, c'est des dommages qui sont causés par les effets du changement climatique, qui peuvent être économiques, ils portent atteinte aux biens ou services locaux, ou aussi non économiques, dans la mesure où ils impactent le bien-être des communautés et leur mode de vie. Donc maintenant, parlons un peu de comment on a réussi à concrétiser un peu ce fonds lors de la COP 28. Donc c'était déjà la première annonce de la toute première journée. Ça a été applaudi, le stand innovation de l'ouverture de la COP. Donc certains pays ont commencé déjà à annoncer leur propre contribution au fonds, comme ça a été présenté par Sib Nihya. Donc on a en position de locomotive le pays hôte de la COP. On a aussi les Émirats arabes unis et l'Allemagne avec le même montant de contribution. On a aussi d'autres pays qui se sont rajoutés au fur et à mesure, mais l'essentiel c'est que les pays développés ont été exhortés de contribuer au fonds de manière volontaire. C'est-à-dire que il y a une obligation de participation ou il y a un objectif quantitatif en lien avec ce fonds. Et donc, en absence d'obligation des pays qui sont historiquement émetteurs des gaz à effet de serre, l'alimentation de ce fonds reste quelque chose d'optionnel ou là non tributaire d'un objectif. Donc, moi, j'appellerais ça un dispositif un peu tirelire, parce que nous ne sommes pas obligés de contribuer. Je peux contribuer aujourd'hui avec un montant, demain avec un autre, ou là, ne pas contribuer du tout. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Maintenant, la question de dommage ou là, de préjudice, il faut savoir que cette question de non-obligation de participation, le fonds, elle est un peu liée le climat. À l'international, il y a ce qu'on appelle le contentieux climatique. Le contentieux climatique aujourd'hui est en vogue plusieurs pays, et donc aujourd'hui il y a une recrudescence les actions en responsabilité civile à finalité indemnitaire liées aux impacts des changements climatiques. Et là, il faut faire la différence, parce que la responsabilité civile classique, les notions de base en droit, on évoque la notion de faute. Ce qu'il faut savoir, le droit de l'environnement, c'est surtout le principe de précaution. Et donc, quand on fait appel à le principe de précaution, la faute, c'est comme le cas des affaires devant la justice marocaine, notamment, par exemple, contre les antennes de Wi-Fi les immeubles. Donc on évoque le principe de précaution. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en énonçant le principe, plusieurs affaires devant la justice de plusieurs pays dans le cadre de ce contentieux climatique, on craint de plus en plus l'engagement de la responsabilité des pays pour inaction face au changement climatique. D'une part, il pourrait se solder par l'exigence de réparation des préjudices, et d'autre part, ça pourrait carrément aller jusqu'à la prescription de cessation de le dommage, et donc peut-être arriver jusqu'à mettre fin à certaines industries. Donc, dans le contexte, la concrétisation du fonds des pertes et dommages, peut-être qu'elle répondrait, en tout cas c'est notre lecture de la société civile, elle répond peut-être à une injonction
réduction, le dégrippage des relations tendues entre le Nord et le Sud. Et Sibn Yahya avait parlé de l'espoir du multilatéralisme sur les questions climatiques. Et donc, on était dans une situation de crise quand le sommet de Paris l'été dernier sur les questions de l'architecture et le financement international. Et donc, peut-être que justement, cette concrétisation, parce qu'elle répond aussi à cette ambition. Maintenant, est-ce qu'on parle de dédommager à la hauteur des pertes et dommages actuellement? Donc en 2019, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes a révélé qu'au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire de 2000 à 2017, 7348 catastrophes naturelles enregistrées dans le monde. Ce qui a coûté à peu près 3 000 milliards de dollars. Dans une autre approche qui est plutôt prospective, on parle de changement climatique non maîtrisé qui pourrait coûter à l'économie mondiale 178 billions de dollars au cours des 50 prochaines années. Donc vous voyez très bien qu'on parle de chiffres en milliards, et donc on s'attend tout naturellement à ce que les contributions fassent le fonds Econo à la même hauteur. Et bien visiblement non, parce que la taille des contributions comparée à la taille des préjudices, on a quelque chose comme 100 millions de dollars de contributions des Émirats arabes unis, 100 millions de l'Allemagne, et quelques chiffres qui sont très parlants. Par exemple, la contribution des États-Unis, c'est 17,5 millions de dollars. Et c'est assez parlant parce que on note un écart de taille entre l'ampleur des pertes et l'ambition de leur réparation. Maintenant, sur un autre registre, peut-être il faudrait les comparer à la responsabilité des pays émetteurs. La Chine, par exemple, elle est responsable à hauteur de 33, on va arrondir 33% des émissions de CO2. Les États-Unis responsables à hauteur de 12,6%, l'Inde à hauteur de 7%, la Russie 5,1% et le Japon 2,9%. Donc ce sont les données officielles communiquées par la Commission européenne. Donc on tente de dédommager, mais à la hauteur des dommages liquidines aujourd'hui. Maintenant sur la question un peu aussi épineuse qui est sur la gestion de ce fonds. La décision était que ce fonds soit hébergé pendant au moins les 4 premières années par la Banque mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été contesté à plusieurs égards. Et premièrement, du fait que certains rapports publiés en 2022, notamment l'Urjald, le rapport qui a révélé que la Banque mondiale continuait à financer l'industrie des hydrocarbures à hauteur de 3,7 milliards de dollars, tel 2022. Et donc, quand on parle Banque mondiale, c'est vraiment groupe Banque mondiale. C'est-à-dire que même si les actions de la Banque mondiale directe ne mentionnent pas ces chiffres, la Banque mondiale a aussi d'autres structures, notamment l'IFC, qui soutiennent des structures privées. Littéralement, ils sont concernés par ces fonds. Et donc, la première question est comment est-ce qu'on peut envisager l'hébergement d'un fonds les pertes et dommages liés aux émissions des industries fossiles chez une entité qui d'une manière ou d'une autre, participe à l'expansion de ces industries. Maintenant, il y a la seconde question liée à la pratique ou à l'expérience de ces pays avec la Banque mondiale. La Banque mondiale est réputée être une institution de prêt, mais chez dedans. Et donc, en ce sens, elle est sous le feu des critiques des pays en développement, mais aussi des pays insulaires qui ont juste peur de souffrir de la fragilité climatique et d'être dans cette spirale infernale de dette. En ce sens, juste pour rappeler que le FMAS, et notamment avec d'autres associations, dont le communiqué final des assemblées annuelles de l'Assemblée civile, parallèle à l'Assemblée annuelle officielle, ont marqué justement le point de lien entre dette et fragilité climatique des pays. Et donc, le troisième point important, c'est un point de gouvernance.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on confie justement la gestion à la Banque mondiale, on a aussi peur que ce soit ces pays qui contribuent à ce fonds qui soient finalement les gestionnaires. Et donc, en absence de gouvernance d'un système qui pourrait être favorable à une gestion de pays liwanites fragiles, des pays en développement, on a juste peur que cette institution s'accapare la décision, mais la Banque mondiale a rassuré pendant la COP en expliquant qu'il y aura un conseil de gouvernance du fonds, réconofi des représentants, notamment des pays bénéficiaires, y compris avec les pays donateurs bien entendu. Mais il y a aussi une autre question qui fait que cette décision d'héberger le fonds de la Banque mondiale est très critiquée, c'est la question de fonds alloués à la gestion. Parce qu'il faut savoir que la Banque mondiale a dit très à la gestion de ce fonds, et les gens qui ont beaucoup travaillé dans la coopération internationale, et je parle aussi sous contrôle d'Axibnihia, ils savent très bien que quand on annonce des grands chiffres de contribution, la masse salariale, les personnes qui travaillent au sein de cette banque mondiale, des frais de gestion, en fin de compte, si on comptabilise les KJ comme apport réellement les pays qui en ont besoin, c'est pour ne pas caricaturer, c'est des miettes. Donc voilà, c'est le fait de porter une attention particulière, le coût de la gestion de ce fonds qui sera facturé justement par la Banque mondiale durant toute la phase de la mise en place de ce fonds, et surtout que la Banque mondiale a dit que les premières années et qu'on a des études le fonds sera consacré justement à certaines études de faisabilité, alors que l'idée où les pays qui ont milité pendant des années pour ce fonds, pour eux c'était un peu automatique. Par exemple les inondations, il faut reconstruire, donc c'est l'argent qui sera dédié automatiquement à les rubriques. Donc maintenant, pour clôturer, pour ne pas me répéter, j'ai des idées liées aux les interventions précédentes, c'est les questions post-COP28. Maintenant, il faut se poser les questions plus concrètement sur la nature des financements qui sont prévus dans le cadre du fonds des pertes et des dommages, la composition de ce conseil de gouvernance le fonds, jusqu'à quel point il pourra absorber les pays qui sont justement vulnérables, les pays bénéficiaires, les moyens de prévoir une gestion le fonds basée sur une approche des droits humains, les délais de mise à disposition et les conditions de mise à disposition des ressources du fonds, la responsabilité des entreprises ou d'autres cadres juridiques pertinents face de la crise climatique, et aussi la question des droits de l'homme dans le processus de décision environnementale au sein des organisations multilatérales internationales et des institutions financières internationales. C'est-à-dire, on parle de les IFI Kamlin et pas uniquement la Banque mondiale. Et puis, finalement, l'opérationnalisation le réseau de Santiago en faveur d'un échange de bonnes pratiques entre le pays. Entre les pays bénéficiaires le fonds. Et donc enfin, je considère que ce qui serait réellement dommage, ça serait de ne pas formuler des objectifs climatiques courageux pour mettre fin justement aux origines des pertes et dommages, avant de penser justement à comment est-ce qu'on va compenser à de l'action. Et je pense que c'est ce qu'on verra par la suite les autres interventions des panélistes. Donc ça sera tout pour moi.